Bonjour, je m'appelle Swanny, bienvenue du côté de chez Swan, le podcast où l'on s'intéresse au trauma et à la manière dont il influence notre rapport à nous-mêmes et aux autres. Chaque semaine sera l'occasion de questionner nos évidences et de pourquoi pas retrouver la naturalité de notre présence au monde. C'est chaque semaine sur Spotify, c'est parti! Bonjour à tous et bon retour du côté de chez Swan, contente de vous retrouver après encore une pause et je m'explique. J'ai lancé officiellement mon activité de coaching, je suis désormais coach holistique et intuitive et mon site est en ligne et donc j'avais pris cette pause histoire de m'installer dans ce nouveau rôle. Et puis bien évidemment, il y a toute une phase de rodage et puis j'ai quitté le monde de l'entreprise de manière formelle ces derniers mois. J'ai travaillé comme coach d'entreprise ces 4 dernières années, en parallèle de mon poste de responsable communication. Et puis finalement, le côté TDAH et hyperactif a pris le dessus. Le besoin d'avoir du sens, de bouger, d'être en mouvement, de se renouveler également. Et donc, ça y est, je fais le grand saut. Et c'est vrai que j'ai commencé sur cette voie du coaching de manière un petit peu hasardeuse, sans m'en rendre compte parce que mon poste me paraissait un petit peu routinier. J'avais commencé à servir un peu de motivational speaker au sein de mon open space, de coach un petit peu de manière non formelle. Et puis un jour, le directeur a fini par me convoquer dans son bureau, non pas pour me rabrouer, mais plutôt pour officialiser cette fonction de responsable du bien-être au travail que j'incarnais déjà depuis un moment, et puis de garante de la cohésion d'équipe. Et donc j'avais manifestement une facilité à rebooster, à rassurer, à résoudre les conflits entre les collègues, même avec des personnalités extrêmement difficiles. Et donc je servais un petit peu de médiatrice, de facilitatrice lorsqu'il y avait une situation qui pouvait sembler critique. Et pour moi, ce qui se passait lorsque j'étais dans un bureau avec deux personnalités très différentes, incapables de travailler ensemble, eh bien, c'est que j'étais un petit peu face à un puzzle que mon cerveau arrivait à remettre dans l'ordre. Donc mon empathie me permettait de ressentir l'état émotionnel de la personne qui était en face de moi, comme si c'était le mien. J'avais accès un petit peu à sa psyché de manière troublante, et puis ensuite j'avais les mots, parce que cette capacité à me projeter, à me mettre à sa place, à habiter sa situation pendant cette conversation me permettait d'avoir les mots qui allaient avoir un impact fort, qui allaient être précis, spécifiques pour cette personne qui, en plus, finissait un petit peu décontenancée par la justesse, par la façon dont elle était appréhendée, vue, écoutée, rassurée, s'apaisait et puis acceptait de voir un autre point de vue. Et donc, cette espèce d'intuition, de clarté me permettait finalement d'avoir une clé qui déverrouillait ce qui semblait être des conflits, des blocages, et puis ça marchait à chaque fois, année après année. Sur le plan individuel, les personnes se sentaient entendues et comprises, et donc j'ai pris l'habitude d'avoir des entretiens individuels avec des personnes qui doutaient de leur poste, de leur avenir professionnel ou personnel, et qui avaient besoin d'une écoute active, capable de les aider à trouver des clés. De manière générale, ça a aidé l'entreprise à finalement se ressouder, parce qu'au départ, on n'était plus dans une ambiance de guérilla urbaine, il y avait des clans, ça tirait à tout va, et aujourd'hui, c'est un peu une grande famille qui va travailler avec le sourire le matin, parce que justement, il y a cette cohésion, il y a ces rapports qui se sont apaisés, et donc c'est une émulation qui est vraiment rafraîchissante, et de la vie de tous, c'est finalement aujourd'hui la meilleure expérience professionnelle sur notre parcours. J'ai pas considéré ma contribution comme celle d'un manager, déjà parce que je n'ai pas la formation de manager, mais parce que ça allait un petit peu au-delà d'une méthode duplicable qu'on va mettre au service de la productivité d'une entreprise, d'une équipe, puisque j'utilisais finalement des ressources qui étaient presque extrasensorielles. J'avais accès à leur intimité en me servant de mon intuition, de mon extrasensibilité. Et comment j'explique cette capacité à se mettre à la place des autres, à communier avec leur psyché, à surligner pour eux les potentielles voies de sortie? Eh bien, je l'explique de manière absolument rationnelle par les ressources que mon cerveau a dû déployer dans mes premières années face à un parent qui avait des problèmes d'addiction, qui était instable et imprévisible. Et donc, la mission de mon cerveau à ce moment-là a été entre autres de garantir absolument et à tout prix ma survie. Et donc, comme le danger était immense et H24, eh bien, il a accru tout simplement mes perceptions pour me permettre de mieux voir venir les choses et de mieux m'adapter. Et donc lorsqu'on a un parent addict, pour ceux qui en ont fait la triste expérience, et ben chaque jour est différent. Vous ne savez pas dans quelle humeur il sera le jour d'après. Et vous devez donc aller au-delà de votre vue, au-delà de vos sens naturels. Vous devez apprendre à discerner l'ambiance générale, les non-dits,
Et donc cette détection du danger doit être extrêmement subtile et fine et précise, parce que là, c'est votre vie qui en dépend. Et c'est donc très jeune que mon cerveau a repoussé les limites de ce qui était requis pour une vie classique, pour que je sache en temps réel comment opérer avec cet adulte dangereux et imprévisible. Et il a manifestement réussi, puisque je suis là, il m'a protégé, il m'a empêché de reproduire également des problèmes d'addiction liés à l'alcool. Et comme je le dis dans mon livre, eh bien, ces mécanismes de survie ne disparaissent pas ensuite, hein, ils restent mobilisables dans notre vie quotidienne, et vous avez désormais cette forme d'extra-lucidité sur les choses, sur les gens, sur les ambiances. Et c'est tellement précis que un jour, j'étais avec mon compagnon de l'époque, on était content de se retrouver, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, il y avait une ambiance de joie, et il va dans la salle de bain, et puis quelques minutes après, je sens l'atmosphère changer. Alors ça ne peut pas s'expliquer, quelque chose avait changé dans l'ambiance générale sans qu'il ait dit de mots, ou que quoi que ce soit se soit produit concrètement. Et donc moi j'ai ressenti une espèce de lourdeur, une densité dans l'air, une anxiété, et donc je lui ai demandé si tout allait bien, et puis là il m'a répondu qu'il venait de recevoir un SMS sur une mauvaise nouvelle dans sa famille. Et donc c'est à ce point-là, c'est-à-dire que mon cerveau a appris à aller au-delà des non-dits, des murs apparemment, des apparences, des silences, et discerne d'une manière troublante pour la personne en face ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, ce qui ne s'est pas encore dit mais devrait se dire. C'est vraiment quelque chose d'extra-lucide qui n'est pas extrasensoriel dans le sens ésotérique du terme, mais bien dans le sens finalement scientifique du terme, psychologique en tout cas. C'est ce qu'a remarqué ce directeur qui a voulu mettre à profit cette caractéristique assez atypique pour garantir la cohésion de ses équipes. Et donc ça me fait aussi penser aux personnes qui vivent des expériences de mort imminente et qui affirment être revenues à leur vie quotidienne avec plus de clairvoyance, plus de capacité extrasensorielle. Eh bien, moi je pense que étant donné qu'elles vivent des expériences en gardant finalement la conscience d'elles-mêmes, je pense que le cerveau, pour suivre ce qui semble quand même surnaturel, doit créer des tas de nouveaux circuits neuronaux afin de s'adapter, continuer à faire sens, et que lorsque ces personnes se sentent hors de leur corps et voient ces choses inimaginables, je pense que ce sont finalement ces nouvelles connexions chimiques neuronales dans leur cerveau qui vont expliquer qu'elles reviennent à jamais, entre guillemets, augmentées. Certaines personnes pourraient l'expliquer en utilisant quelque chose de plus surnaturel, mais moi je pense que sur le plan chimique, neuronal, cérébral et cognitif, il y a matière à expliquer cet élargissement de la conscience par une nouvelle activité de nos câblages neuronaux pour s'adapter à quelque chose de plus grand, qui n'était pas en tout cas prévisible avant que ça ne se produise. Et donc pour conclure sur cette parenthèse coaching, j'ai fini par arrêter d'ignorer ces facilités que j'avais. Et au-delà du travail, je boostais également en parallèle mes amis, mes proches, mes connaissances. Je le faisais un petit peu en permanence. Il est devenu compliqué de mettre off à cette capacité. Et c'est la raison pour laquelle, plutôt que d'être assise derrière un ordinateur à faire des montages vidéo, de la pub ou des campagnes d'emailing, je me suis dit que je serais peut-être plus utile à mettre à profit capacité sous la forme d'une activité professionnelle réelle. Bon, j'ai 39 ans, hein, donc il a quand même fallu du temps pour percuter, mais vous voyez comment finalement une enfance comme la mienne, qui a exigé finalement des ressorts extraordinaires pour survivre, m'a tout de même légué quelque chose qui aujourd'hui peut avoir une utilité concrète pour ma vie et celle des autres. Celle des autres plus facilement que la mienne, puisque bien évidemment, moi, il a d'abord fallu passer par 3 bonnes années de thérapie afin de pouvoir retirer les gravats qui obscurcissaient ma vision. Donc voilà, on referme la parenthèse coaching. Je reçois vos questions à mon adresse soignikanga@gmail.com. Ce sera un coaching qui aidera les personnes qui ont des problématiques d'estime personnelle, de manque de confiance, de schémas répétitifs, de blocage ou qui de manière générale cherchent à s'aligner avec elles-mêmes, à aller plus loin dans cette voie, à guérir, à ouvrir de nouvelles perspectives. Et donc aujourd'hui, le sujet c'est bel et bien le MDR. Alors on va mettre les pieds dans le plat. Si vous êtes prêts, c'est parti. Si vous avez suivi les épisodes précédents, vous avez bien compris que le cerveau c'est un outil extrêmement complexe, on s'intéresse beaucoup à ça ici. Et aujourd'hui, plutôt que de décrire une énième manière dont nos biais cognitifs et nos raccourcis cérébraux opèrent, eh bien j'avais envie de parler d'autre chose, de parler de la pratique thérapeutique appelée EMDR, que l'on a rapidement évoqué avec l'épisode sur la dissociation et l'impact du trauma sur le corps. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous le recommande vivement, c'est l'un des épisodes les plus passionnants. Et donc ce que ce livre nous révèle, de Bessel van der Kolk, c'est que finalement le trauma ne passe pas avec le temps n'efface pas
ce qui nous est arrivé, ce qui nous arrive même dans l'enfance est conservé tel quel jusqu'à ce que nous soyons dans un environnement suffisamment sécure pour pouvoir en ressentir les effets, les symptômes, et donc on finit par les exprimer un jour ou l'autre, consciemment ou inconsciemment. Je vais prendre par exemple Aretha Franklin et le biopic Respect, pour ceux qui l'ont vu. Ce qui m'est apparu clairement, c'est que finalement, cet artiste incroyable a été exposé de manière répétée à des violences sexuelles ayant débouché sur 2 grossesses indésirées autour de l'âge de 11 et 12 ans. Donc une atrocité totale qu'elle semble avoir surmontée, mais finalement non. Elle a occulté toute cette partie-là parce qu'elle vivait chez son père, qui était pasteur, qui était rigide et qui avait décidé de sa carrière à sa place. Et puis finalement, ce n'est que des décennies plus tard, lorsque elle aura atteint ce succès qu'on connaît, qu'on lui connaît, et acquis toute cette sécurité financière qui allait avec, qu'elle a pu sortir du mode survie et que tout est remonté. Et c'est ce qui peut nous surprendre un petit peu chez les personnes qui baignent dans une opulence totale. On se demande pourquoi la dépression, pourquoi les suicides, pourquoi ce mal-être. Et bien souvent, parce que lorsque le mode survie s'arrête, ce qui était tapis en dessous remonte et remonte avec la même viralité, la même douleur, la même densité que lorsque c'est arrivé. Et donc si on n'a pas un entourage, si on n'est pas en thérapie, si on n'est pas accompagné, c'est le craquage. Et donc lorsqu'elle est arrivée au sommet de sa gloire, elle est devenue incontrôlable, elle a plongé dans l'alcool et la dépression, et puis elle a surpris un petit peu tout son entourage, parce que comment cette petite fille de pasteur docile avait pu devenir cette dame alcoolisée, violente verbalement, ingérable, complètement hors de son axe. Et une des manières de lire ce qui lui est arrivé, c'est de comprendre que le trauma de son enfant pouvait s'exprimer désormais sans réserve, maintenant qu'elle ne dépendait plus de personne en fait pour sa survie. Donc heureusement pour elle, ça s'est plutôt bien terminé puisqu'elle a eu une longue vie jusqu'à l'âge de 76 ans et qu'elle a pu ensuite remonter la pente en s'appuyant sur d'autres ressources. Mais comme on le voit avec son exemple, le trauma doit être adressé parce qu'il ne nous quitte pas de manière automatique, il vit avec nous, soit via des symptômes de stress post-traumatique physique, et là je renvoie au livre The Body Keeps the Score, soit en cryogénisant sa viralité jusqu'à ce qu'on soit suffisamment en sécurité physique pour ressentir cette peine qu'on ne peut pas éviter. Et donc en thérapie, le patient va amorcer ce processus de décongélation, cette remise à nu de la souffrance. C'est une étape qui est somme toute difficile mais ô combien salutaire, puisque l'expertise du professionnel va lui permettre à son rythme et en étant accompagné de mettre en lumière ce qui doit être traité, guéri et puis ensuite d'éclore en tant qu'individu indépendamment de ce qui lui est arrivé. Lorsque rien n'est fait, l'effroi provoqué par cet effondrement intérieur, ce sentiment d'impuissance, reste à l'état de fragment. Un fragment dans la mémoire qui va se réactiver à chaque fois qu'une situation similaire va nous être présentée. Et donc c'est ça qu'on appelle le fameux trigger. Par exemple, si l'on vous a crié dessus toute votre enfance, lorsque vous devenez un adulte et que ce trauma est toujours en vous, le fait qu'on hausse le son en votre présence va raviver un stress insoutenable, recréer des sensations de panique que vous ressentiez dans l'enfance par exemple, et par cela, par ce mode survie, va vous couper finalement de votre capacité à vous défendre verbalement, puisque lorsque vous êtes activé, lorsque quelqu'un vous crie dessus et que vous êtes en mode panique, la fonction d'élocution, qui n'est pas une fonction vitale à la survie, est hors d'attente. Et c'est ce qui explique pourquoi on balbutie, on cherche nos mots lorsqu'on est choqué, blessé, vulnérable, et qu'on se remémore la scène plus tard en se disant mais pourquoi j'ai pas dit ça et pourquoi j'ai pas dit ça, tout simplement parce que vous êtes dans un mode de panique et que lorsque le cerveau est en mode panique, le corps se prépare à se battre ou à fuir, mais la fonction élocution n'est clairement pas pertinente, alors elle se coupe. C'est extrêmement désagréable de ne pas pouvoir se défendre, de ne plus avoir de répartie, d'être bloqué, de ne pas savoir quoi dire. Mais l'utilité de l'EMDR, c'est que justement, cette méthode désensibilise ces triggers et vous permet d'avoir une exposition à des situations qui avant auraient été absolument bouleversantes sans ressentir de charge émotionnelle. Et on va expliquer comment ça marche. Avant de mettre en lumière ce mécanisme, j'avais envie de le tester moi-même, donc je vais rajouter mon expérience personnelle puisque je suis à ma 6e séance de EMDR. Je vais pouvoir lier à la théorie mon propre retour d'expérience. Alors qu'est-ce que le EMDR? EMDR pour Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en français, retraitement par les mouvements oculaires, un mécanisme neuro-émotionnel, disent-ils, qui est déclenché par les mouvements de vos yeux de gauche à droite ou de bas en haut, et qui permet de dépasser des expériences traumatiques dont l'effet est toujours actif en vous.
Et là, vous me dites, ok, mais là, on n'a juste rien compris, qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est une psychologue américaine du nom de Francine Shapiro, qui en 1987, un petit peu par hasard, est tombée sur ce mécanisme d'auto-guérison cérébrale qui est présent, dit-elle, en chacun de nous. Mais encore, en fait, c'est une méthode qui va utiliser ce qu'ils appellent une série de stimulations bilatérales alternées. Moi, j'aime pas les mots barbares. En français, ça veut simplement dire qu'ils vont agiter un stylo de gauche à droite ou de bas en haut, et que donc ce mouvement alterné va vous permettre, avec le mouvement oculaire qui va balayer horizontalement ou verticalement pour suivre le doigt l'objet stylo, va permettre de traiter efficacement le trauma. Et l'une des choses qui me surprend, c'est que finalement le MDR, qui n'est pas très connu, est considéré comme l'une des psychothérapies les plus rapides et les plus efficaces contre le psychotrauma. Donc, à qui est destiné le MDR? Eh bien, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS et l'INSERM en France, c'est d'abord un traitement qui permet de soigner le stress post-traumatique, mais le MDR a étendu son champ d'action à d'autres souffrances très variées, telles que le stress, la mauvaise estime, les douleurs chroniques, l'apportement alimentaire, ou alors des événements difficiles de la vie, tels que les deuils ou les séparations, et même l'eczéma ou le psoriasis, donc ça c'est un petit peu plus surprenant, mais pas vraiment lorsqu'on a lu The Body Keeps the Score, puisque on a compris que derrière ces pathologies, il y a souvent une cause psychologique. Donc c'est un spectre assez large, hein. On aurait pu rajouter le harcèlement au travail, les angoisses. Donc ça a le mérite d'être peu orthodoxe, cette histoire de MDR. Et la science s'est posé des questions sur l'efficacité avérée de cette méthode. Il y a eu plusieurs hypothèses pour expliquer le mystère de ces guérisons. Et non, les explications ne passent pas par l'ésotérisme, on reste dans la science, puisqu'on arrive à observer les effets de l'EMDR grâce à l'imagerie médicale. Et ce que ces imageries mettent en lumière, c'est la manière dont ces mouvements bilatéraux alternés vont activer finalement des réseaux neuronaux de manière simultanée, et que c'est cela qui va générer de nouveaux circuits. Et ces nouveaux circuits vont ensuite permettre de restocker l'information du traumatisé, mais sans la charge émotionnelle. Donc ça, c'est pour la neuroscience, c'est pour le CNRS, des nouveaux circuits grâce auxquels on va pouvoir restocker l'information différemment. Ensuite, il y a une autre approche qui consiste à dire que le MDR fonctionne un petit peu comme les rêves. Et comme on le sait, les rêves serviraient à intégrer toutes les informations que l'on a accumulées dans la journée, et ben, le MDR, ce serait un petit peu la même chose, puisqu'il fait appel aux mêmes zones de notre cerveau qui sont impliquées dans la mémoire à long terme, et que, en reproduisant les mouvements, le MDR permettrait à notre stockage de l'information traumatique, qui, on l'aura compris, est dénué de cette charge émotionnelle. Que se passe-t-il à la fin? Eh bien, à la fin, vos souvenirs sont non pas effacés, mais retraités. Ils sont détachés de leur charge émotionnelle lourde, donc vous allez avoir le souvenir de votre histoire, mais vous n'allez plus avoir les émotions négatives, tachycardie, crise d'angoisse, transpiration, qui pouvaient ressurgir dans une situation d'activation. Combien de personnes ont recours à l'EMDR? Bah écoutez, peu, quand on compare avec son efficacité. 2 millions de patients dans le monde ont bénéficié de la thérapie selon EMDR France. C'est une thérapie qui a fait l'objet de nombreuses études scientifiques. Elle est reconnue dans le traitement du trouble de stress post-traumatique par l'OMS depuis 2013, par l'INSERM, par l'Autorité de la Santé. Elle a des effets remarquables sur le stress, sur la tristesse, sur l'indifférence affective, sur l'hypervigilance. Je pense que c'est réellement une méthode qui gagne à être davantage connue. Comme on l'a vu, le trauma se loge dans le cerveau émotionnel et donc il est parfois si fort qu'il coupe la liaison avec le cerveau rationnel, ce qui donne des personnes avec un comportement complètement impulsif, imprévisible, dangereux. Et ce que va faire le MDR, c'est de reconnecter, pour parler un petit peu vite, cette rationalité au quotidien. Alors comment ça se passe? C'est-à-dire que lorsqu'on fait une thérapie EMDR, qu'est-ce qu'on vit? Dans un premier temps, si vous êtes déjà en thérapie, votre psychologue va vous référer à un de ses collègues accrédité EMDR Europe, c'est la condition pour garantir la sécurité. Ou alors vous allez rechercher vous-même un psychologue avec assez d'expérience et donc cette fameuse accréditation. Alors pourquoi il faut absolument faire attention et s'entourer de personnes expérimentées et accréditées? Eh bien parce que en thérapie EMDR, votre psychologue vous fait revivre votre trauma. Il le ramène à votre mémoire, il vous remet dans cette situation de stress pour pouvoir vous désensibiliser. Et si c'est fait par une personne qui n'est pas formée, qui n'est pas capable de le faire de manière sécure pour vous, eh bien, il risque de vous retraumatiser et d'aggraver votre santé mentale en général. Donc vous êtes un peu
comme sur une table d'opération, vous êtes exposé, vous êtes ouvert, vous êtes vulnérable face à ce souvenir. Et donc le risque, c'est de vous retraumatiser, d'aggraver votre mal. Donc le psychologue expérimenté, accrédité, va répondre à tous ces critères et garantir votre sécurité, votre confort et aussi l'efficacité de la méthode. Parce que le but, c'est bien d'activer la fonction de l'auto-guérison du cerveau. Ensuite, donc, vous avez trouvé le bon psychologue, il va établir avec vous une feuille de route où vous allez dresser les différents objectifs. Donc il débute jamais tout de suite avec les mouvements oculaires. Il paraît que s'il le fait, il faut prendre ses jambes à son cou, mais il va d'abord créer un lien de confiance, cerner les enjeux, et puis faire la liste avec vous des souvenirs qui vont être retraités, la raison pour laquelle ils vont être retraités, l'impact qu'ils ont sur votre quotidien, et la manière dont le MDR va pouvoir être libérateur pour vous. Il va aussi s'assurer qu'un espace soit disponible, un espace virtuel, où vous pourrez aller vous reposer un instant si la séance est trop activante, si elle fait remonter trop d'émotions d'un coup. Donc vous voyez, c'est encadré, il y a quelque chose quand même de l'ordre de la prudence à prendre en compte lorsqu'on parle de MDR. Donc les souvenirs douloureux qui sont liés à vos symptômes sont ceux qui vont être mis au centre. Ça peut être la peur de l'abandon, la colère, l'anxiété. Et donc au début de la séance, le psychologue va vous demander de revivre, de vous remettre dans la scène traumatisante, vous la choisissez, d'indiquer le malaise qu'elle vous procure. Vous pouvez avoir les mains moites, de la tachycardie, de la transpiration. Vous revivez vraiment le trigger. Et ensuite, il va commencer ce mouvement bilatéral. Vous allez avoir des flashs, des souvenirs, des fragments qui vont remonter à votre conscience. Ça peut être des choses que vous aviez complètement oubliées, donc vous étiez complètement déconnecté, des événements, des sensations. Et ça, c'est assez troublant à vivre, parce que finalement, ce que vous allez trouver va être très éloigné de ce que le récit officiel du trauma aura réécrit a posteriori. Et cela, c'est possible parce que justement, la rationalité va mettre sa lumière, son éclairage, sa logique, sa mesure, son recul, et que donc vous allez pouvoir revivre une scène, mais dans sa globalité, et non plus avec simplement le fragment traumatique qui était là en suspens au-dessus de votre tête. Et donc dans mon cas, comme la plupart le savent, j'ai vécu une enfance difficile, avec de la négligence, de l'abandon, et lorsque on m'a parlé de cette méthode, j'étais convaincue que cette espèce d'état hypnotique allait me mettre nez à nez avec ma faille narcissique, avec la preuve que je l'avais mérité, la preuve que j'avais quelque chose à voir avec ce qui m'était arrivé, et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Je me suis plutôt souvenue de cet enfant de 7-8 ans que j'étais, avec ce regard lucide sur le foyer, sur la dangerosité de la situation. Un enfant qui finalement a vite compris que son intelligence pouvait lui servir de recours et qui s'est créé un sentiment de sécurité alternatif, une espèce d'espace de respiration où il y avait une lucidité, un calme, une gestion. Je me suis dit, je contrôle, je suis là, je fonctionne, l'adulte en face ne fonctionne pas, et je vais trouver d'autres voies pour m'épanouir, la musique, la littérature, les livres. Je vais recréer d'une autre manière un sens de sécurité. Et donc dès mes premières années, j'avais fait ce scan de l'état général de ma mère, compris les manières dont je pouvais éviter sa colère, et surtout je me suis dit il faut absolument lui dissimuler les recours, les ressources que te donne ton intelligence, puisque la lucidité qu'elle verrait dans ton regard serait quelque chose qui pourrait être utilisé contre toi. Et c'est assez fascinant de pouvoir se reconnecter à cet enfant de 7-8 ans, de se souvenir de ses méthodes, de ce qu'elle avait bricolé. Alors évidemment, ça n'enlève rien au caractère traumatique de la scène, ça n'enlève rien au fait qu'il a fallu ensuite passer par la thérapie, sauf que finalement, le MDR m'a reconnecté aux ressources qu'elle a déployées, à la tranquillité qu'elle était capable de générer dans son esprit pour redonner du sens à son quotidien, et donc au final, j'ai été confrontée à mon courage, et je ne m'y attendais pas. Lorsque les projecteurs du conscient et de la rationalité sont braqués sur un récit erroné, il est rectifié en temps réel et une fois pour toutes. Et c'est ça que je trouve fascinant. Et c'est en cela que c'est révolutionnaire le MDR, parce que vous avez pu fonder quelque chose de radical, une vérité radicale sur vous, négative, suite à quelque chose qui vous est arrivé, et finalement cette méthode va vous faire revivre la scène, mais avec un regard panoramique cette fois, donc qui va compléter les pièces qui manquaient au puzzle, et qui va désensibiliser le trigger en vous reconnectant à votre logique, à la rationalité de cette situation qui était jadis déformée. Et donc le souvenir traumatisant va devenir un souvenir ordinaire et les symptômes qu'il occasionnait, de panique, de balbutiement, vont partir avec. Dans la séance, le praticien continue les stimulations
jusqu'à ce que le souvenir ne génère plus aucune perturbation et soit mis à distance. Là, il est traité. Et lorsque vous serez à nouveau dans une situation qui aurait pu vous activer, parce que le souvenir est traité, parce que vous avez rebranché la rationalité, eh bien, l'activation disparaît. Je pense qu'il faut le vivre pour s'en rendre compte, parce que lorsqu'on a fonctionné, dans mon cas, 39 ans d'une certaine manière, et que tout d'un coup, un nouveau couloir se met à exister dans votre tête, un couloir de tranquillité, de sérénité, où il n'y a plus toutes ces activations et plus tous ces tiraillements, à l'échelon personnel, c'est vraiment vécu comme quelque chose de révolutionnaire. Donc, si quelqu'un a un comportement que la soignée pré-EMDR aurait jugé impardonnable parce que vexant ou blessant, et bien finalement, la rationalité en moi se branche à ce moment-là pour me faire voir un autre point de vue. La focale de l'autre, par exemple. Pourquoi il a réagi ainsi? Et si cette personne est proche de moi et que je veux travailler dans cette relation, je peux poser ma limite, mais dans le calme, sans activation, donc de manière plus efficace, plus humaine, et je ne suis plus juste une douleur qui se réactive et qui déstabilise l'ensemble, je suis une adulte dans une relation adulte prête à faire des compromis. Donc je peux attendre l'autre, je peux le comprendre, je peux l'aider, et surtout je n'ai plus besoin de fuir tout ce qui par le passé m'aurait terrassé, menacé, embarrassé, je peux regarder la vie de face. Et la vie, donc, avec ses sinuosités, je les vois comme constitutives du réel et non plus comme des snipers en embuscade. Je n'ai plus besoin d'éviter un certain type de situation, je peux les vivre de manière apaisée. Dans la relation, c'est très efficace parce que ça permet de retrouver un équilibre, un calme. Et ça permet de sortir de l'auto-sabotage aussi, puisqu'on n'est plus obligé de fuir au premier hic, ou même de rester lorsqu'il aurait fallu partir. On discerne, et puis pour ceux qui ne vont pas pouvoir tout de suite entamer ce type de thérapie, même voire jamais, je voulais au moins mettre en lumière cette méthode, parce qu'en tant que traumatisé, notre cerveau qui nous a longtemps courroucé a donc contre toute attente le pouvoir aussi de s'auto-guérir. Je trouve que c'est absolument encourageant, et je pense que c'est une nouvelle qui méritait vraiment d'être partagée. Voilà, je vous laisse méditer sur tout cela. On va se retrouver bientôt. N'hésitez pas à m'écrire soignikanga@gmail.com pour me partager les sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on parle, des questions que vous avez. On pourrait même faire une séance Q&A, questions-réponses. Donc je reste complètement open à toutes vos suggestions. Je vous souhaite un bon week-end et j'espère à bientôt du côté de chez Swan. Au revoir.